Welcome back. Bienvenue à notre causerie au coin du feu sur la diversité. Je suis Beth Vandaliuk du Réseau canadien pour la paix et la sécurité, pour le Fonds d'égalité, et je suis très heureuse d'avoir été invitée à modérer et animer cette séance. Nous avons fait une reconnaissance de territoire plus tôt, mais je crois qu'il est important de le faire à nouveau parce que nous avons de nouvelles personnes qui se joignent à nous. Et moi, personnellement, j'appelle aujourd'hui du territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe, et j'offre ceci comme reconnaissance de la dette que nous devons aux générations qui sont venues avant nous et comme symbole de l'importance de la réconciliation entre les peuples autochtones qui ont vécu sur ces terres pendant des centaines d'années et la communauté des colons qui se sont établis plus récemment. Alors, pour notre causerie au coin du feu aujourd'hui, nous avons trois fantastiques panélistes qui se joignent à la discussion. Je suis vraiment enthousiasmé. J'ai bien hâte d'entendre leur vision et leurs réflexions, leurs idées. Les trois ont des CV très, très impressionnants et ma petite présentation ne pourra pas leur rendre justice. Je vais quand même introduire chacune d'entre eux à mesure qu'on introduit la conversation. Alors, nous sommes autour du feu. Le feu crépite et réchauffe nos orteils. Bill, tout ce qui nous manque maintenant, c'est le eggnog. Alors là, je pourrais vous en préparer un, si vous voulez. Formidable. Alors, nous sommes prêts maintenant à notre conversation. Nous allons faire des questions-réponses à mesure et nous espérons laisser du temps à la toute fin pour un certain nombre de questions provenant de l'auditoire. Alors, n'hésitez pas à nous lancer vos questions sur la boîte de conversation et nous allons les transférer à nos panélistes à la fin. Nous allons examiner les questions de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Et nous savons de façon assez générale que la recherche démontre que des organisations diversifiées sont plus innovatrices, ont une plus haute performance et dans le secteur privé, elles ont tendance à donner des résultats plus rentables, plus profitables. Mais le secteur de la sécurité, le secteur de la défense a été un des domaines les plus lents, un des secteurs qui ont été les plus lents à porter attention à certaines de ces observations. Et ma première question, c'est pour Arthur Wilczynski, qui est chef associé des signaux. Il a une maîtrise en affaires internationales de l'École internationale d'affaires publiques de Norman Tolleson de l'Université Carleton. C'est un endroit qui est très bien connu de plusieurs personnes sur cet appel. Il a travaillé auparavant comme ambassadeur à l'ambassade de Canada en Norvège. Il a été directeur général de la sécurité publique au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. Alors, je vous transfère ma question. Arthur, tout au long de votre carrière, vous avez été un champion de la diversité et de l'inclusion. Récemment, j'ai vu une citation qui disait que la sécurité nationale est mise à risque lorsque le racisme systémique et le sexisme systémique bloquent les femmes, les personnes racialisées et les personnes LGBTQ+, et les empêchent de contribuer à devenir des leaders dans notre mieux-être collectif. Pouvez-vous me dire pourquoi vous pensez que ça est important dans les institutions de sécurité? Pourquoi vous êtes fait un champion de ces causes pendant toutes ces années? Merci beaucoup de cette question, Beth, et merci beaucoup aussi de l'occasion que vous me donnez de partager mon expérience et mes perspectives sur ce qui est une question, à mon avis, vraiment essentielle. Non seulement pour la communauté de la sécurité, de la défense et du renseignement, mais plus largement dans l'ensemble de la société canadienne. Pour expliquer un peu pourquoi c'est particulièrement pertinent et important pour la sécurité, le renseignement et la défense de refléter la société dans laquelle elles fonctionnent, c'est parce qu'elles ont un mandat particulier. Je pense qu'il y a une place spéciale pour les gens de la sécurité, du renseignement et de la défense. Nous avons un rôle à jouer pour garder les Canadiens en sécurité. Nous avons l'autorité d'entreprendre des actions passablement invasives ou intrusives et par moment, nous avons la responsabilité d'utiliser des moyens exceptionnels pour faire avancer nos mandats, que ce soit dans le domaine des services de police, de la défense nationale ou du renseignement. À cause de ces responsabilités spéciales et de ces pouvoirs particuliers que nous avons aussi des responsabilités particulières et des rôles spécifiques à jouer pour favoriser une main-d'œuvre
inclusive et diversifiée. C'est important pour nous de faire ça parce que nous reconnaissons, il faut reconnaître l'historique dont nous venons. Vous l'avez très bien fait remarquer dans votre préambule à votre question. Nous sommes une société qui est enracinée dans une certaine histoire, où des organisations comme la mienne et d'autres dans l'establishment de défense et de sécurité n'ont pas toujours exercé leur autorité d'une façon que en laquelle les Canadiens faisaient confiance ou qui était peut-être exclusive. Quand je me suis joint à la fonction publique fédérale et quand je suis devenu fonctionnaire à la fin des années 90, la défense, l'établissement de l'institution de sécurité, de défense et de renseignement congédiait encore des personnes selon leur orientation sexuelle et même selon leur orientation sexuelle perçue. C'était vu comme un risque de sécurité, comme une menace à la sécurité nationale du Canada. Je pense qu'à cause de cette histoire, et j'utilise mon identité particulière, je ne vais pas parler au nom d'autres, je peux simplement partager comment moi j'ai approché ces questions. Cela met une certaine obligation sur nos épaules en tant que leader d'en favoriser une main-d'œuvre, un lieu de travail, une organisation qui accueille toutes les communautés et toutes les personnes. C'est important pour des raisons éthiques, mais c'est aussi important, comme vous l'avez indiqué, pour l'efficacité de l'organisation. Pour une organisation de renseignement comme le CIS, nous devons avoir des gens qui ont toute une diversité d'expériences, une diversité de toiles de fond et une perspective mondiale pour être efficaces dans notre mission. Nous devons être très délibérés pour aller rechercher ces points de vue diversifiés pour que nous puissions fournir le genre d'informations, le genre de renseignements qu'on nous demande de fournir en tant qu'organisme de renseignement ou en tant qu'organisme de cybersécurité. Il s'agit de comprendre les réalités de toutes les personnes dans l'ensemble du pays et cela est important pour nous pour répondre à notre mandat. Nous devons donc être délibérés, nous devons avoir des stratégies en place pour atteindre ces résultats et nous devons travailler en partenariat avec d'autres collègues dans notre organisation pour atteindre ces buts. Si vous vous demandez pourquoi pour moi c'est particulièrement important, peut-être. Alors, je suis venu au Canada en 1969 et en 1969, nous sommes arrivés au Pier 21, au quai numéro 21, des personnes sans patrie, sans identification d'État. Nous avons été expulsés de force de la Pologne en 1969. Je suis juif, je suis le fils et le petit-fils de survivants de l'Holocauste et de victimes. J'ai perdu des grands-parents aux mains des nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que des parents et de la famille élargie. Alors, j'ai vraiment une connexion personnelle avec l'importance de l'inclusion et de la diversité et des droits humains. Pour moi, ça fait partie de mon cœur éthique. J'ai toujours pensé qu'à mesure que je progressais à travers ma carrière, dans différentes parties de cette carrière, que je ferais toujours de mon mieux en tant que leader dans ma sphère d'influence pour essayer de rendre un environnement accueillant et pour travailler de façon délibérée pour essayer d'y arriver. Et c'est ce que j'aurais voulu espérer pour des gens comme moi et à d'autres moments, dans d'autres circonstances. Et je crois que pour moi-même, c'est une obligation importante de comprendre les défis particuliers de différentes personnes, qu'il s'agisse en fonction de l'orientation sexuelle d'une personne, de son identité de genre, de son expression de genre, ou est-ce que c'est une personne qui est une personne de Première Nation, une personne métisse, une personne inuite, ou que ce soit à cause d'une personne handicapée, invalidée, qui historiquement n'ont pas eu leur place à la table dans le genre d'institution que nous avons. Je ressens que c'est ma responsabilité en tant que leader de longue date dans mon organisation d'essayer de créer un environnement où ces individus sont accueillis et où on puisse être efficace pour effectuer leur mandat et les responsabilités une fois qu'ils se sont joints à nous. Merci, vous avez mis la barre très haut pour notre conversation et vous nous avez lancé vers un très bon départ. Et vraiment, j'ai apprécié beaucoup comment vous avez relié les histoires de famille. Je pense que les histoires de famille vont être une partie importante de la discussion que nous aurons cet après-midi. Je vais parler maintenant à la sergent Karen Pelletier. Karen Pelletier est sergent dans la Gendarmerie royale canadienne et membre de la Première Nation Kisikus. Elle a de l'expérience dans les services de police dans les communautés autochtones et a travaillé à la GRC depuis les 18 dernières années. Le CV très impressionnant de Karen comprend différentes contributions à la diversité et à la réconciliation. À la GRC, elle a travaillé au comité consultatif des femmes. Elle a aidé au développement, l'élaboration et la mise à jour des contributions communautaires et la mise à jour de la stratégie de réconciliation et du plan stratégique de réconciliation de 2019 à 2026 pour la GRC. Karen,
Comme je viens d'expliquer ce que vous avez dans votre CV, vous avez travaillé dans les services de police avec la GRC dans différentes régions, dans différents contextes. De votre point de vue, donnant suite aux commentaires d'Arthur, pourquoi une force policière diversifiée est-elle importante pour les services de police communautaire? Merci de cette question. J'aimerais simplement faire savoir à tout le monde que je parle actuellement de Saskatoon, en Saskatchewan. C'est un territoire du traité 6 qui est le lieu de rassemblement de toutes les Premières Nations de ce pays, ainsi que la patrie des Métis. Je voulais simplement faire cette reconnaissance. En ce qui concerne la question qui m'est posée, une des réalités ici au Canada, c'est qu'on a une réalité démographique en constante évolution et ces populations doivent être vues sur leur base, leur passé, leur vue, leur avenir, ainsi que la perspective des policiers qui servent les Canadiens. Nous savons qu'au cours des 120 dernières années, les choses ont changé et les gens viennent de partout maintenant pour venir vers le Canada. Actuellement, il y a 21,9 % de la population canadienne qui est formée d'immigrants. C'est un grand pourcentage de personnes. Et de plus, il y a aussi le fait que les personnes autochtones ont une relation constitutionnelle particulière avec le Canada. Et ça doit être donc pris en considération très sérieusement lorsqu'on doit fournir les services de police à des personnes autochtones de l'ensemble du Canada. Et même parmi les personnes autochtones, il y a une telle diversité. Nous représentons 4,9 % et plus de la population canadienne et nous sommes en croissance rapide. Alors ici, en Saskatchewan, on connaît cette différence. Quand on parle de 4,9 % au Canada, ici en Saskatchewan, nous sommes différents. C'est 16,3 % ou même plus en Saskatchewan. Alors fournir des services de police en Saskatchewan, ce sera totalement différent des services de police à Vancouver, Toronto, Nouvelle-Écosse et dans le Nord. Donc il faut prendre ces considérations en compte. Qui va donner les services de police? Les personnes qui vous vont donner ces services, seront-ils capables de comprendre la culture des personnes auxquelles ils fournissent des services? Toutes ces choses doivent être prises en considération. C'est une réalité. C'est pour cela que nous avons besoin d'une force de police diversifiée, parce que nous avons des personnes différentes dans l'ensemble du Canada. Nous venons tous de contextes différents, comme les 3 conférenciers d'ici. On le voit simplement dans ce panel. C'est diversifié. Nous avons des historiques différents, des expériences de vie différentes aussi, des différences de genre, des différences d'orientation sexuelle. Alors, c'est simplement logique que tous les services de police et que toutes les institutions gouvernementales représentent les personnes qu'elles servent. Merci. Est-ce que vous vouliez que je continue? Oh, erreur de travail, je suis désolé. Je vais toujours, je me mettrai jamais en sourdine. Merci beaucoup, Karen. C'était une excellente réponse. Et maintenant, je vais passer au commandant-lieutenant Bill Shedd, qui est à sa retraite et membre de la Première Nation Peguis. C'est un diplômé de l'Université d'Alhousie et il est un fellow de la Société géographique canadienne et gouverneur de la division manitobaine du Corps canadien des commissionnaires. Capitaine de corvette. Il était autrefois maire de Selkirk au Manitoba et c'est capitaine de corvette qui a travaillé beaucoup avec les communautés autochtones à travers le Canada. Alors, Bill, vous avez indiqué dans notre communication avant ce panel que vous pensiez que les véritables pionniers sont ceux des générations précédentes. Mais quand je lis votre CV, je vois que vous avez eu une carrière très intéressante. Y a-t-il d'autres événements qui ont altéré le cours de votre carrière lorsque vous étiez dans la marine, qui vont faire en sorte que vous vous êtes concentré sur les questions autochtones? Vous êtes actuellement capitaine de corvette. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer des défis auxquels vous avez eu à faire face en ce qui concerne la diversité et vos accomplissements dans ce domaine? À vous la parole, Bill. Merci beaucoup. Je vous parle du traité de traité 1. Je suis à 5 kilomètres seulement du site où le traité 1 a été signé, Lower Fort Garry. Mon expérience dans la marine a été pas mal positive, je pense. Je me suis fait de très, très bons amis
et très nombreux. Et il y a une personne en particulier, il y a un type en particulier qui a changé le cours de ma carrière. Je devais être à Toronto et je suis allé à une conférence à l'Université de Toronto, au Trinity College, qui était l'hôte de cette réunion. Et j'étais en arrière, j'étais en uniforme parce que j'avais un bureau pas très loin. Et il y a un type qui est venu me voir et qui m'a dit, moi, j'ai déjà été dans la marine et ça s'est révélé. C'était un type des Six Nations, c'était un Delaware, Russ Moses. C'était un vétéran, c'était un ancien combattant qui a servi dans la marine, dans la guerre de Corée. Et il est revenu au Canada et s'est enrôlé dans l'aviation après la fin de son mandat à la marine. En tout cas, on sait comment on a commencé à jaser et on est devenus amis. La prochaine fois que je l'ai vu, il était commissaire adjoint des Indiens du Canada à l'Expo 67. J'étais dans la Royal Guard. Et je voulais avoir un cadeau à donner à l'équipage de Canadiens. On était 4 Canadiens qui travaillaient dans le Royal Guard en tant que liaison. Et Russ m'a donné un don très apprécié que j'ai beaucoup apprécié. Mais la prochaine fois que je l'ai rencontré, c'était à Ottawa, où il était avec la commission de la fonction publique. Et il m'a persuadé que les commissaires de la fonction publique de me détacher à cette commission pour diriger la division de l'emploi. Son mandat était de développer une politique pour recruter plus d'Autochtones au gouvernement du Canada dans la fonction publique et aussi pour élargir les opérations dans l'ensemble du pays pour qu'elles puissent identifier et recruter des personnes autochtones dans la fonction publique. Regrettablement, nous n'avions pas de base de données pour savoir qui serait qualifié, qui avait l'éducation nécessaire. Et malheureusement, on devait faire beaucoup de consultations avec les leaders autochtones provinciaux et fédéraux de l'époque. George Manuel était président à l'époque de la Fraternité nationale des Indiens, qui est maintenant l'Assemblée des Premières Nations. Harry Daniels et Clary George dirigeaient le Conseil autochtone du Canada et le député Inuit fonctionnait aussi. Je ne peux pas me souvenir le nom de la personne Inuit ici. Mais nous avons eu de larges consultations avec les leaders sur la politique. Nous avons aussi consulté les directeurs de ministères concernés qui avaient un intérêt allié, un intérêt concomitant vers le fait que des Autochtones pouvaient entrer dans la fonction publique. Je dois vous dire que c'était la corvée la plus difficile parce que chaque fois qu'on consultait un ministère particulier, il fallait rédiger l'ébauche de politique que nous étions en train d'élaborer. Je pense qu'on est passé par 60 versions lorsque je suis parti il y a 2 ans plus tard. Et chaque fois qu'on faisait une ébauche, le secrétaire devait tout taper parce que c'était fait sur papier. C'était pas fait sur ordinateur comme aujourd'hui où ça peut se changer facilement. Il fallait tout taper à nouveau. Nous avons eu beaucoup de succès. Je ne devrais pas dire un grand succès, un peu que je me fais penser à Donald Trump ici. On a eu du succès quand même. On a réussi à élaborer une politique et il y a eu beaucoup de fonctionnaires assez courageux. Il y en a un dont je me souviens très clairement, c'est qui s'appelle Tam Mackey, qui était sous-ministre adjoint aux Affaires indiennes. Il a nommé 3 personnes autochtones pour devenir directeurs généraux régionaux des Affaires indiennes au Manitoba, en Alberta et je pense aussi en Ontario. Harold Cardinal était à l'époque en Alberta. Et je pense qu'au Manitoba et Saskatchewan, c'était Bill Thomas de la nation Peguis. Et Fred Kelly aussi, qui était le type qui dirigeait pour l'Ontario. C'était des époques difficiles pour les Autochtones à l'époque. Ce qui faisait que les choses marchaient bien pour nous, c'est qu'on travaillait de façon très étroite parce que nos bureaux étaient côte à côte avec le programme d'opportunité égale pour les femmes dirigé par Waylon Labucci. On pouvait comparer nos stratégies. Et par exemple, je vais vous donner un seul exemple. Pour ma part, j'ai été chanceux. Je peux vous expliquer à quel point j'ai eu, par coïncidence, j'ai pu rencontrer un type qui s'appelait Russ Moses. Et j'ai pu avoir une amitié à vie avec Russ. Il a pu venir à la fonction publique, être détaché. Je portais encore mon uniforme quand je suis rentré. Et j'ai pu m'impliquer avec un groupe professionnel de personnes autochtones et de leaders qui étaient innovateurs, audacieux
et dévoué et concentré pour faire quelque chose de positif. Formidable. Très intéressant. On voit que quand on met ensemble un groupe de gens, on peut faire en sorte que les choses se produisent. Et ça, c'est relié à ma prochaine question pour notre tournée. Souvent, la sécurité et la défense est vue comme la dernière frontière pour introduire la diversité. C'est souvent vu comme un bastion, un royaume d'hommes blancs, straight, macho, cultivé. Y a-t-il quelque chose à propos du secteur de la sécurité et de la défense qui fait en sorte qu'il est plus résistant au changement et plus résistant à faire intervenir des voix diverses? Ou est-ce que vous êtes pas mal optimiste par rapport au futur dans ce domaine? Deux ou trois choses. D'abord, si ce n'est pas déjà évident, je suis un homme blanc. Et donc, je dois reconnaître mon privilège, même si je suis peut-être un membre de la communauté LGBTQ et je suis un réfugié dans ce pays. Un des privilèges dont je profite, je le sais, c'est que si je le peux, je peux me mélanger de façon invisible. Je peux bénéficier de certains des privilèges que j'ai. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai mentionné plus tôt que c'est une obligation pour des leaders, peu importe où ils sont et quelle est leur formation et leur historique, de prendre des actions concrètes, de faire tout ce qu'ils peuvent pour changer le statu quo. Pour ce qui est de la prémisse de votre question, je pense que la sécurité change et est en pleine évolution. Je pense qu'il y a des efforts délibérés qui sont faits actuellement pour essayer de rendre nos organisations plus accueillantes et plus délibérées. Nous devons comprendre où sont les barrières et comment pourrons-nous mettre en place des mesures appropriées pour comprendre ces barrières, puis mettre en place des mesures délibérées pour essayer de faire tomber ces barrières. Je pense que pour les agences de renseignement comme la nôtre, quelquefois, c'est qu'on n'a pas le même genre de profil pour des raisons évidentes. En tant qu'une organisation publique comme les Forces armées canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada, nous devons faire plus ce genre de type d'engagement et de mobilisation parce que faut parler à une base aussi large que possible de personnes pour leur faire savoir que nous cherchons activement et nous voulons que cette diversité soit reflétée dans nos organisations parce que nous croyons que c'est la bonne chose à faire pour ce qui est de notre mission, mais aussi pour ce qui est de nos valeurs. Et je crois que nous mettons en place des valeurs, même à l'interne, pour essayer de contrer certains des effets traînards de la discrimination, de l'homophobie et de la misogynie qui demeurent et qui perdurent dans ces institutions. Nous devons être délibérés à cet égard et faire en sorte que l'expérience vécue des membres de la communauté qui se trouvent déjà à être dans le système rendre leur expérience vécue une expérience accueillante, accommodante, où ils peuvent réaliser leur plein potentiel comme membres de nos équipes. Je pense que c'est une chose d'être là pour essayer de dire « Ouais, formidable, bienvenue, on veut être plus diversifié ». Mais si l'expérience vécue, une fois que vous êtes à l'intérieur, est une expérience de marginalisation, de discrimination, de harcèlement ou d'exclusion de différentes tables, à ce moment-là, les mots ne veulent plus rien dire. Tous ces beaux mots, nous devons nous tenir responsables de remplir nos promesses et de faire en sorte que l'expérience vécue soit juste et bien accueillante de toute la diversité de la société canadienne. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que la diversité de genre, l'aspect général et la composition générale de nos services de sécurité et de renseignement est en train de changer. Est-ce que ça change aussi rapidement que des gens comme moi le voudraient? Probablement pas, mais je pense qu'il faut continuer de presser d'avancer vers l'avant et d'essayer de devenir le catalyseur de certains de ces changements. Excellent, merci. Alors, Karen, à vous la parole maintenant. Arthur nous a parlé de l'importance d'être délibéré dans notre approche, d'être accueillant, d'accueillir, d'avoir des expériences vécues différentes. Très certainement, au cours de quelques derniers mois, il y a eu plusieurs rapports dans les nouvelles au sujet de la GRC et une phrase ou une expression qui est utilisée, c'est l'expression de racisme systémique. Pensez-vous que c'est un concept utile dans cette discussion? Et je serais très intéressé à entendre vos réflexions là-dessus, sur ce terme, étant donné votre expérience. Oui, en fait, nous devons réaliser que... Excusez, j'ai un problème à dire ce mot-là. Quand on parle de racisme systémique,
Oui, ça existe dans des organisations, nos organisations, comme dans la GRC, comme dans toutes les agences gouvernementales. Nous devons nous souvenir de notre histoire, toute notre histoire, pas celle qui a été écrite dans les années 50, 40 et 50, par exemple. Les véritables histoires que ce racisme existe et qu'il a été intégré au système. Ça, c'est le fait que le Canada a été bâti sur une approche britannique, légaliste, protestante, anglo-saxonne depuis 1663. Ce n'est qu'en 1861, avec l'acte de l'Amérique du Nord canadienne, que le Canada est devenu une nation. Mais quand même, nous étions encore régis et gouvernés sous la règle, le gouvernorat britannique. Nous ne sommes pas devenus un pays avant les années 30 en tant que nation canadienne. Alors, si on regarde ça, il y a beaucoup de choses qu'on a poursuivies. Et le Canada est toujours un nouveau pays. Il n'y a même pas encore 100 ans quand on parle des années 30. On arrive à notre centenaire d'existence en tant que pays indépendant. Quand on regarde sous la loi, sous les Indiens, sous la loi fédérale, nous n'étions pas considérés comme des gens jusqu'aux années 50. Alors que tout le monde arrivait dans ce pays et devenait des citoyens canadiens, nos propres personnes de Première Nation, nos propres personnes autochtones ne l'étaient pas. Et ça, c'est quelque chose, là, quand on parle du fait, quand je pense à ma mère, par exemple, qui était à la fin de la cinquantaine, elle n'était pas née en tant que personne en droit canadien. Elle n'était pas considérée comme une citoyenne canadienne. Alors, elle est encore en vie, très en santé, et simplement penser qu'elle était traitée comme cela, qu'elle n'était pas identifiée de façon respectueuse, ça devient personnel pour moi. Alors, il faut regarder d'où on vient et pourquoi on est comme ça. Et ça prend beaucoup d'examen de l'histoire, d'examen des changements, d'examen de ce qu'on peut faire pour avancer. La seule façon dont les changements peuvent se produire, c'est si tous les Canadiens demandent au gouvernement d'être responsable devant ses citoyens, devant nous tous. Autrement, le système changera très lentement. Il ne changera que si on demande à tout le monde de s'impliquer dans ce changement. Une des choses que une femme a beaucoup, c'est une noire américaine, une écrivaine, elle a parlé de la taxe d'inclusion des Européens. Ça veut dire qu'en tant que femme de couleur, en tant que femme noire ou en tant que femme autochtone, on mettait de l'énergie supplémentaire, des mouvements et des efforts supplémentaires pour être considérés bons dans notre emploi, pour qu'on nous trouve bons. Et en fait, on excellait encore plus à cause de ces efforts supplémentaires. Mais si une personne non autochtone, non noire ou d'autres personnes de privilège faisaient la même chose au même niveau que nous faisions dans nos travaux, on les célébrerait, on les acclamerait. Alors oui, c'est ce qu'on peut appeler du racisme systémique et cela existe toujours. C'est quelque chose à quoi on doit s'attaquer et tout le monde doit être impliqué dans cette lutte. Pas seulement ceux qui sont au pouvoir, mais tout le monde, chaque jour, dans la rue, chaque jour, chez vous, avec vos familles et vos enfants. Merci. Merci, Karen. C'est un rappel historique très important, mais aussi un appel très émouvant à nous tous, à l'action. Et je pense que moi, certaines des conversations les plus précieuses que je peux avoir sont autour de la table à dîner, autour d'un repas avec des parents pour mettre au défi et contester certaines des conceptions qu'ils ont. C'est un rappel très important du rôle que nous jouons tous. Bill, je vais maintenant passer à vous. Arthur a parlé du secteur de la sécurité. Vous avez travaillé dans plusieurs différentes organisations en tant qu'officier naval. Vous avez été maire, vous avez été fonctionnaire dans la fonction publique fédérale. Vous avez aussi été dans le conseil d'administration de plusieurs organismes à but non lucratif. Voyez-vous quoi que ce soit de commun à l'intérieur de ces différentes organisations ou pensez-vous qu'il y a certaines différences importantes ou certaines leçons communes qui peuvent être apprises quant à la façon dont nous abordons les questions de diversité et d'inclusion? Merci. Je pense que le vrai enjeu, c'est comment chaque organisation est gouvernée. En d'autres mots, la responsabilité de la gouvernance d'une organisation est différente de la gestion. J'ai eu l'expérience des deux côtés. Je pense que la gouvernance s'est prise à la légère par plusieurs organismes. Je pense qu'à travers les années, ça change. Il y a plus de gens qui sont intéressés par la gouvernance et les responsabilités et devoirs des gouverneurs. Et une bonne chose d'être
faire partie d'un conseil, c'est qu'il faut travailler en équipe. Mais être directeur ne nous donne pas beaucoup d'indépendance. On ne peut pas parler au nom de l'organisation. On ne peut pas parler de l'organisation si l'organisation est vous. Il faut parler de l'organisation où on fait partie d'une équipe et c'est l'équipe qui parle. Si vous voulez avoir du succès, il faut avoir cet esprit d'équipe, cette approche équipe. De haut en bas, du conseil aux gestionnaires, aux employés. C'est très difficile à bâtir, particulièrement quand on est dans le secteur bénévole. Le succès qu'on a eu à Winnipeg avec le Niganan Center, c'est une bonne comparaison. On a acheté une station ferroviaire CN de 100 000 pieds carrés. 18 ans, il y a 28 ans, pardon, il y a 28 ans. On a acheté une station de train. On a déménagé dans cet espace, mais le conseil a dit qu'il faut la bâtir. On avait besoin de 6 millions pour faire ça et on n'a pas trouvé quelqu'un pour nous financer. Mais on a pu faire un projet pilote avec environ 2 millions pour montrer qu'on pouvait avoir du succès. Aujourd'hui, ce bâtiment est complété et ça génère environ 1 million de dollars par année de revenus pour de la location d'espaces de bureaux pour les organismes indigènes et de Premières Nations qui donnent des services aux gens de Winnipeg. Alors, on a acquis d'autres propriétés dans le secteur. Alors maintenant, on a 50 millions de dollars d'actifs en propriété et on livre des services à un groupe de personnes qui sont généralement laissées pour compte. Les monoparentaux, les anciens dépendants aux drogues, les gens qui ont été incarcérés, les gens qui reviennent à l'école. Notre responsabilité, notre mission, c'est de nous occuper de ces gens vulnérables qui sont généralement laissés pour compte. Et on a un défi, mais on a eu du succès. Et il s'occupe, on parle de gens qui ont besoin de formation postsecondaire. Dans les 15 dernières années, on a donné 132 millions de dollars de bourses d'études. Et cette année, on va distribuer 16,9 millions de dollars en bourses d'études. Et on répond à seulement 25% de la demande, 75% des gens qu'on ne peut pas aider. Ils ont besoin d'aide. Alors, si vous voulez faire quelque chose, il faut avoir l'énergie, le désir de commencer, prendre le risque et bâtir des amitiés qui vont nous aider, des alliés pour avancer quand c'est difficile. Ensuite, il faut y avoir beaucoup de patience parce qu'il y aura des obstacles et il va falloir prendre un pas de recul pour avancer parfois. L'autre point fondamental, c'est qu'on peut en faire beaucoup si on y va peu à peu, étape par étape. Si on peut faire un projet pilote et ensuite avancer à partir de là, on pourra compléter notre projet comme on a fait à Niganan Center. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la communauté? Nous ne répondons pas à tous les enjeux, mais nous répondons à certains enjeux. Il y a encore de gros défis devant nous pour ceux qui vivent dans des communautés isolées, qui n'ont pas d'eau potable, qui ont de la difficulté à avoir des biens et services dans leur communauté. Et ce sera un vrai défi de garder notre communauté forte et notre pays fort. Merci. Merci et félicitations pour ce que vous avez pu faire, mais aussi de
nous dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Je vais maintenant prendre les questions de l'auditoire. J'avais une question du panel, mais on va peut-être finir avec ça. Une question que je vais poser à Arthur. La question, c'est certains pays ne sont pas réceptifs aux droits LGBTQ. Et la personne dans l'auditoire se demande si votre carrière a été affectée ou est-ce que vous avez pu naviguer à travers ça et qu'est-ce qui a été le résultat de tout ça pour vous. Merci pour la question. C'est une question intéressante. Encore une fois, j'ai été chanceux pour mes assignations. On m'a assigné en Norvège et on ne pouvait pas demander une société plus accommodante et accueillante pour la communauté LGBTQ. Nous sommes très chanceux. Mon partenaire et moi, on a été reçus à bras ouverts. Mon mari, mais c'est pas la réalité pour plusieurs individus. C'est pas juste que certains pays ne sont pas réceptifs aux personnes LGBTQ, mais c'est que c'est illégal. Et à certains endroits, c'est puni non seulement par la prison, mais par la mort. Et donc, ce sont des questions très importantes quand on regarde une carrière dans le service public. Au niveau gestion, on a une responsabilité de soins, un devoir de soins. Alors, pour que les gens soient au courant des risques et le gouvernement fait son possible pour mitiger ces risques. Mais la réalité, c'est que certains pays n'accepteront pas des assignations de couples du même sexe. Alors, ça peut avoir un effet sur la capacité des gens à aller à certains endroits. Personnellement, j'ai voyagé à plusieurs endroits où ça a été criminel, où c'est puni par la mort. J'ai eu à enlever ma boucle d'oreille à certains endroits parce que ce serait un risque pour moi à certains endroits. Mais ça n'a jamais affecté ma carrière. En fait, j'ai trouvé que ça n'a pas été un obstacle en diplomatie ou en sécurité, mais c'est peut-être une fonction de du fait que je sois obstineux. Les féministes disent que le personnel est politique, le politique est personnel, et on voit ça de plusieurs manières. Il y a une question ici que je vais poser à Karen. Karen, la question, c'est comment est-ce que vous avez pu amener votre culture à l'organisation et avez-vous pu amener des changements en utilisant votre lentille culturelle? Est-ce que c'est possible à faire dans la GRC? Je pense que définitivement, c'est nécessaire dans la GRC, surtout dans les provinces de l'Ouest où la population est composée de Premières Nations. Je dirais, je donne un exemple maintenant. Saskatchewan, la GRC a tenu son troisième round dance pour les femmes des Premières Nations qui banquent à l'appel, Missing and Murdered Indigenous Women. Alors, on a fait ça 4 fois et la GRC a décidé de faire ça de Regina, de notre quartier général, et c'est là où de mes origines ethniques et ce que j'ai appris, comment j'ai été élevé, je suis imputable à mon peuple, indépendamment de ce que je fais, dans quel poste je suis, où je serai, même si je suis de l'autre côté de la planète, je suis quand même imputable à ma famille, ma population, mon peuple, ma communauté. La même chose ici. C'est de donner des conseils et guider la GRC. Je dois me rappeler qui je suis et d'où je viens, parce qu'une fois que j'ai fini cette carrière, je suis quand même une personne des Premières Nations. D'abord, je ne suis pas né avec un uniforme, je suis né femme autochtone. Alors, cette imputabilité revient toujours. C'est bien parce que souvent, je vois que les gens sont soulagés quand je suis là. J'ai vu du soulagement dans le visage des femmes quand je suis présente. Alors la GRC, comme tout autre service de police et militaire, quand il y a cette diversité qui amène des perspectives différentes et même les mots, pouvoir comprendre quelqu'un quand il vous parle ou ils disent bonjour ou demandent comment vous allez, pouvoir les comprendre et connecter avec eux, comprendre comment on s'accueille
c'est de dire qui on est et qui est notre famille. Et tout de suite, on a cette connexion avec quelqu'un. Et j'ai travaillé à travers le Canada, j'ai traversé le pays. Et c'est la même chose quand on voit dans les communautés des Premières Nations au Métis, c'est important pour cette relation humaine de se présenter notre famille quand on s'accueille. Et c'est une tradition qui date de plusieurs générations. Depuis le début des temps, avec l'île de la Tortue, on parle toujours de nos relations familiales. Alors, fonctionne, c'est à mon avantage et ça aide à éduquer les membres avec qui j'ai travaillé. Leur dire qu'il n'y a pas de questions stupides, je répondrai à toutes les questions et que l'ignorance, c'est pas un mot stupide. Les gens vont se fâcher si vous dites qu'ils sont ignorants. Non, je suis ignorant de plusieurs choses. Je suis ignorante de plusieurs choses. Si j'allais au Japon, par exemple, j'aurais aucune idée. Je serais excité et je voudrais apprendre avant d'y aller même. Mais mais je suis ignorante et ça nous aide à mieux apprendre et pouvoir partager, apprendre et accepter de faire des erreurs et apprendre de ces erreurs. Alors, merci. Merci. Alors, quand on parle de partager et apprendre, Bill, il y a une question dans le chat sur le mentorat. Est-ce que vous pensez que c'est une manière efficace de recruter et cheminer dans les rangs de l'organisation? Vous avez parlé de l'importance des relations personnelles pour vous, pour différentes assignations. Et qu'est-ce que vous avez comme conseil sur le mentorat pour les gens? Eh bien, le mentorat, c'est pas nouveau. En fait, c'est pratiqué dans la plupart des organisations, particulièrement les services publics en uniforme. On ne chemine pas les rangs vraiment si on n'a pas de mentor. Et qu'on soit sur la rue, on a besoin de mentors. Et le vrai défi, c'est que quand vous êtes une minorité, c'est de trouver un mentor qui comprend votre position. Et c'est très difficile de trouver une organisation qui n'a pas un groupe de travail ou un groupe de minorités qui viennent des minorités dans une organisation. Si vous êtes seul dans une organisation, parfois on se retrouve ignoré et on ne peut pas se tourner vers quelqu'un. On a des amis, mais nos amis, généralement, sont de notre rang, de notre niveau. Si on a un mentor, généralement, cette personne est plus avancée que nous, que ce soit en affaires ou dans une organisation de service public en uniforme. Et c'est là où le défi se trouve pour les gens qui viennent d'un groupe minoritaire dans de grosses organisations. Ils sont seuls et on les utilise pour la représentation des groupes sous-représentés. Et ils n'ont pas la reconnaissance pour ce qu'ils font comme officiers et officiers navals. Alors, le mentorat, c'est important, ça fonctionne bien pour la majorité, ça fonctionne pas bien pour les minorités. Et si vous êtes celui qui brise la glace et vous êtes le premier, ça pourrait être difficile de trouver un mentor. On apprend beaucoup sur les mentors et que les gens ont des exemples qui leur ressemblent dans plusieurs rôles. Il y a une question que je veux poser à tout le monde et c'est si vous avez déjà eu des réactions négatives de votre communauté sur où vous travaillez. Est-ce qu'il y a déjà eu des critiques? C'est une institution qui n'appuie pas notre communauté. Pourquoi est-ce que vous travaillez là? Est-ce qu'il y a eu des réactions comme ça des gens que vous connaissez? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et
comment est-ce que vous répondez? Eh bien, on avait un dicton. T'es une pomme, t'es rouge à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Et j'avais un ami qui était des test career de Six Nations. Il travaillait avec Union Carbide aux États-Unis et il travaillait avec le Indian Policy Review Commission dans la minute des 70 avec Nixon. Et il était le directeur exécutif de cette organisation. Et il est allé dans le pays des Navajos et il parlait avec eux. Il a été approché par une aînée. Elle a dit, tu parles bien, mais tu parles trop bien. Et il y a un manque de confiance envers un individu qui essaye de faire quelque chose qui doit être présenté de manière à ce que la communauté puisse comprendre et accepter, et vous accepter comme messager. Ça, c'est difficile et ça va continuer à être difficile pendant un certain temps. Karen? Oui, alors définitivement, comme Bill a dit, on nous appelle une pomme, rouge à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Ça m'est arrivé souvent et aussi dû au fait que les gens vont nous appeler des vendus, des gens indoctrinés, on s'est fait laver le cerveau et c'est les genres de choses négatives qu'on entend, mais vous devez vous rappeler que les Premières Nations, notre histoire a été très difficile et une partie de cette suppression, c'était par l'agent des Indian Affairs, c'était la personne qui appelait la police ou la GRC pour répondre à tous les problèmes. Ça fait pas longtemps, c'est pas comme si c'était il y a 500 ans. On parle dans les 1900. Même quand ma mère était vivante, il fallait une passe pour sortir de la réserve. Si la GRC vous trouvait sans passe, il vous ramènerait chez vous. Et on ne peut pas aller dans les salles de billard. Si on était dans les salles de billard, ils pouvaient nous jeter dehors. Alors, c'est cette suppression qui est un souvenir pour nous, pour la génération de ma mère. J'avais un agent indien jusqu'à ce que j'aie 16 à 18 ans. Nous demander de laisser tomber nos droits comme Première Nation. Et c'était dans les années 80. Et quand les gens sont frustrés contre moi, c'est une occasion de les éduquer. Nos sociétés, nos nations avaient des sociétés qui étaient comparables à la police. On avait des organisations qui ressemblaient à ça. Et ma famille, mon oncle a raconté cette histoire quand j'ai travaillé avec la police de Regina. Et mon oncle disait que Karen et sa mère, parce que j'ai d'une famille de membres femmes, et c'est ce qu'ils doivent faire. Ils servent la communauté, ça vient du cœur. Et de notre côté, on voit rien de mal à ça parce qu'on avait quelque chose de similaire à la police. Alors, il faut avoir de la compassion envers les gens avec qui on travaille. Et il faut avoir de la compassion envers nos gens aussi. Et ils ont mal, ils sont dans la douleur et ils ont le droit. Et c'est correct. Merci. Merci de partager. Ça semble, c'est non seulement de la compassion, mais vous semblez très brave aussi. Alors, je suis en admiration. Alors, Arthur, est-ce que tu voulais ajouter à cette conversation? Oui, merci. Et j'apprécie les expériences partagées avec moi par Karen et Bill. J'ai pas la même expérience personnelle au niveau de ma communauté, ne pas m'accepter, mais je parlais de la perspective d'un gestionnaire et de comprendre ses perspectives et ses objectifs et comment les communautés se sentent
autour d'un membre qui se joint à une organisation de sécurité d'intelligence. Et quand on pense particulièrement à certains groupes ethnoculturels qui viennent ou qui auraient des origines dans des pays où les services d'intelligence et de sécurité, les services d'État, c'est quelque chose il faut ils avaient peur de ça et comment on approche les gens qui voulaient se joindre à ces individus, qui voulaient se joindre à ces organisations et comprendre la dynamique de leur communauté. Et si on veut augmenter la représentation au niveau de communautés qui ne sont pas représentées historiquement et augmenter cette représentation. Alors, je regarde ça de la lentille de gestionnaire ainsi qu'une expérience personnelle. Merci. Il y a une autre question ici sur les dynamiques d'être dans les Premières Nations dans un service de police qui sert les communautés noires et les Premières Nations. Vous avez couvert ça un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter à ça, Karen? La dynamique, je me demande... Bien, peut-être qu'il demande les choses que vous avez déjà expliquées sur votre expérience personnelle d'être une femme des Premières Nations dans une force policière avec toutes ces contradictions. Et comme vous avez dit, l'historique, l'histoire que ça représente pour plusieurs personnes. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter sur ce que vous avez déjà partagé? Je pense qu'une des choses, je dirais que c'est difficile, mais que, comme Bill a dit, il y avait des gens qui sont venus avant nous. Et je voulais m'assurer que ma mission, je viens d'une famille militaire, des deux côtés de ma famille. Alors, je pense que pour moi, une des choses, c'est que c'est difficile parce que j'ai certaines croyances que je ne veux pas laisser tomber, mais le fait que j'ai pu exister dans un monde policier parce que j'étais avec la police de Regina avant pour plus de 25 ans, avec mes croyances qui sont très fortes, des croyances fortes. Il y a eu un changement et du fait que quand ma mère était policière et ce qu'elle a vécu, il n'y avait pas de possibilité que quand je suis devenu superviseur, caporal, avec des officiers, je ne permettrai jamais à mes membres, femmes ou hommes, devoir vivre une situation comme ma mère a vécu. Les choses s'améliorent, ça peut s'améliorer encore plus parce que nous vivons encore dans une société où trop de gens, surtout les gens vulnérables, les minorités, les Premières Nations, les femmes, les doubles esprits ne sont pas respectés. Alors, les choses doivent changer et je pense que tout le monde doit être impliqué dans ce changement. Tout le monde doit apprendre à questionner quand les choses vont mal, ainsi que les membres eux-mêmes. Ils doivent commencer à poser des questions quand les choses ne sont pas comme ils se doivent. Alors, c'est à tous les jours, c'est tout le monde, tous les membres doivent agir et questionner si quelque chose ne va pas, si ça cloche, les choses clochent. Alors maintenant, on va aller à la fin de la séance. Maintenant, j'aimerais donner à chaque panéliste l'occasion de remarques de clôture. Si vous pouvez nous donner un conseil. On a entendu beaucoup dans le panel sur l'importance de mesures très délibérées. On doit apprendre à avoir des stratégies très concrètes pour améliorer la diversité. Alors, il faut approcher ces questions avec compréhension et compassion. Mais je me demande si chacun peut nous donner quelques minutes vos conseils et peut-être des remarques à partager et je vais aller dans l'ordre contraire. Alors, on va y aller avec Bill en premier, ensuite Karen et Arthur pour finir. Bill. Vous savez, j'ai une anecdote. Quand j'étais très jeune, j'avais pas encore 5 ans, je jouais dehors et je suis venu à la maison et j'ai dit à ma mère, les enfants ont dit que j'étais un sale Indien, mais mon fils, tu es un Indien.
votre grand-père était un chef et ça fait en sorte que je suis une princesse et tu es un prince. On est une famille royale et c'était une blague dans notre famille. Mais ça a accompli une chose. Ça a, ça m'a inculqué la fierté de qui j'étais et un cri et un parent qui était une parente qui était fière de qui elle était. Elle a été dans les écoles résidentielles et durant ma vie, la vie de ma mère, on n'a jamais parlé de son expérience dans les écoles pensionnats. Et il y a deux choses. Un, ça a protégé sa famille de son expérience et on avait une famille vraiment bienveillante. On était fiers de qui on était. Et on était fiers de nos amis. Nos amis nous respectaient, on les respectait parce que on était fiers de qui on était. On ne pouvait pas être humilié. Alors, pour toutes les râleries et le fait qu'on fasse des blagues à notre endroit, ça ne fonctionne pas parce qu'on est fier de qui on est. Alors ça m'a aidé au niveau des défis auxquels je devais faire face parce que j'étais prêt à prendre la chance. Et fondamentalement, ce qu'il faut faire, c'est d'être prêt à prendre une chance et essayer de faire quelque chose de positif et faire du positif le plus rapidement possible, arriver à des objectifs et amener d'autres avec nous. Alors, s'il y a une chose que je peux recommander ou souligner, c'est le côté pratique, de faire des choses. On peut parler de politique, on peut parler d'idées, mais il faut livrer la marchandise. Il faut faire quelque chose de concret pour aider les gens. Merci, Bill. Merci beaucoup, Karen. Je veux dire, miigwech, Bill, pour ce que tu as dit. Définitivement, il faut qu'on agisse et ça vient de tout le monde, des individus jusqu'à notre gouvernement fédéral et notre leadership. On dit toujours que nos systèmes ne changent pas assez rapidement. La réalité, c'est qu'on peut changer les choses si on le veut et on peut le faire et on peut le faire ensemble dans cet endroit qu'on appelle l'île de la Tortue, que d'autres appellent le Canada. Et on peut parler de diversité et inclusion avec Black Lives Matter, Indigenous Lives Matter, et, et cette discrimination qui est présente, et c'est inacceptable et dans certains quartiers. On doit avoir des conversations et questionner nos croyances comme Canadiens et questionner ces valeurs pour qu'on puisse changer, apprendre notre histoire et apprendre comment changer pour qu'on puisse cheminer. Je me rappelle avoir lu sur le problème indien dans les 1800 et apprendre de ma famille, mon histoire. Et aujourd'hui, c'est pas déontologique, sachant ce qu'on sait, continuer à vivre comme on vit. C'est le temps de changer et avancer. Sinon, on va laisser plus de problèmes pour la prochaine génération et c'est inacceptable. Merci. Arthur. Je suis très confortable vous laisser avec ce que Karen et Bill ont partagé. J'ai plus rien à ajouter et je veux les remercier pour leur perspective et l'occasion d'être ici. Merci. Merci. Alors maintenant, je dois aussi remercier nos panélistes et j'apprécie votre expérience, vos idées. Vous nous avez exposé de vrais défis au niveau institutionnel, politique et au niveau individuel. Et je vous remercie pour ces défis, mais vous avez aussi donné lieu à de l'espoir et de l'optimisme que les choses peuvent et vont changer. Et donc, je pense que c'est un équilibre entre ces deux-là avec lequel on va avancer. Alors, merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Merci aux organisateurs, miigwech, et à toi, Steve.
Thank you, Beth, for again excellent moderating, and I appreciate. Merci Beth, c'est excellent et j'apprécie Karen, Arthur et Bill pour leur présentation aujourd'hui. Ils nous ont donné de belles perspectives importantes sur ces questions. Et il y avait une question qu'on m'a posée, c'est comment est-ce qu'on a choisi les panélistes parce que c'est moi qui ai organisé ça avec Stéphanie. Et on appelle ça une causerie sur le coin du feu. La personne qui a posé la question dit que ça diminue l'importance ou la valeur du contenu. Et une des choses qui survient avec les questions de diversité, c'est qu'il faut être sensible aux biais inattendus. Moi, j'ai toujours cru, quand ça a commencé, cette causerie sur la diversité, il y a 2 ou 3 ans, en fait, que l'idée d'avoir ces causeries au coin du feu n'était pas de diminuer, mais d'élever ces questions. C'est un panel distinct qui est séparé des autres panels et on souligne des conversations qu'on n'a pas eues très souvent et de façon très abondante. On les a eues depuis quelques années, mais dans la sécurité et la défense, on n'a pas ce genre de conversation aussi souvent qu'on le devrait. Par exemple, lorsque le ministère de la Défense nationale a eu son examen de la défense en 2016 pour le document Secure Engagement. J'étais la plus jeune personne dans la salle à ce moment-là et j'étais un des nombreux hommes de race blanche. Il n'y avait pas beaucoup de diversité dans cette salle. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons élaboré le réseau de sécurité canadien de la défense et de la sécurité. C'est pour renforcer le réseau et la défense pour les prochaines générations. Donc, l'idée de cette causerie, c'est d'avoir une conversation plus intime sur des enjeux qui ont été vraiment difficiles à aborder, qui n'ont pas été abordés assez suffisamment de façon suffisante au Canada. C'est pour ça qu'on appelle ça une causerie au coin du feu, pour ce qu'on puisse avoir plus qu'une conversation, au lieu d'avoir des gens qui présentent de la recherche formelle. Ce qu'on fera dans les années qui s'en viennent pour nous, c'est de considérer un peu si cette étiquette fait plus de mal que de bien ou fait plus de bien que de mal. Mais nous apprécions les réactions de l'auditoire qui soulèvent des questions par rapport à ce qu'on essaie de faire et la façon dont on le fait. Alors, encore une fois, je veux remercier les panélistes et l'auditoire. Et maintenant, on va prendre une pause parce que rester devant des écrans, ça peut être stressant. Avec raison, nous allons prendre maintenant une pause de 15 minutes. On revient à 14h15 avec notre dernier panel sur la zone grise en matière de guerre, le livre de jeu de Poutine et au-delà. Ce sera animé par Francis Ray West. Merci beaucoup, Karen, Bill et les autres. Au revoir.